what's going on internationally. How do we get to the place where, you know, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II. Bien. Alors, Jacques Pauwels a profité de sa petite escapade parisienne pour venir nous présenter ses derniers livres. Ça a fait l'objet d'une vidéo par ailleurs, c'est déjà sur le site de Tropique, mais on a pensé que l'occasion était bonne puisqu'il nous a ramené quelques-uns des derniers exemplaires disponibles tirés de son fonds personnel, de parler d'un autre livre qu'il a écrit déjà il y a un petit moment, qui est malheureusement plus ou moins épuisé, bien qu'il en reste encore une fois quelques exemplaires désormais à la librairie Tropique, un livre qu'il a écrit il y a quelque temps. Je vais le laisser évidemment nous présenter ce livre, je vais simplement situer l'actualité de l'ouvrage, en précisant qu'il s'agit d'une interprétation, non pas d'une interprétation, mais d'une analyse tout à fait sérieuse, historique et très bien documentée du contexte historique et idéologique qui a amené le moment et la manière dont les États-Unis se sont impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale et sont entrés en guerre officiellement avec le Reich et les puissances de l'Axe. On va voir, après la présentation du livre, on aura une brève petite discussion pour évoquer la manière dont tout ceci éclaire notre actualité la plus brûlante. Donc Jacques, le mythe de la bonne guerre, de quel mythe parlons-nous ? Eh bien, nous parlons du mythe de la bonne guerre. C'est-à-dire, la bonne guerre, c'est ce qu'on appelle en Amérique, ou ce qu'on aime appeler la Deuxième Guerre mondiale, et le rôle américain dans cette guerre. Et ça veut dire, la raison pour laquelle on parle donc de la bonne guerre, c'est que, tandis que beaucoup d'Américains savent et reconnaissent que les États-Unis ont été impliqués dans plusieurs mauvaises guerres, comme la guerre du Vietnam par exemple. Et tant d'autres depuis. Et tant d'autres. Ils sont à peu près impliqués dans toutes, puisqu'ils les ont provoquées pour la plupart. Justement ça, à cause de la multitude de mauvaises guerres, ils sont très fiers de la seule guerre qui paraît tout de même hors discussion avoir été une bonne guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale. D'autant qu'ils l'ont gagnée. Oui, ils ont gagné, c'est certain. Il y a d'autres guerres qui sont mauvaises parce qu'ils ont perdu. Mais bon, nous parlons donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une bonne guerre parce qu'ils sont convaincus, selon ce mythe, donc les États-Unis se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et contre la dictature, contre l'injustice, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Donc, c'était vraiment du côté des bons et contre ils sont battus et ils ont vaincu les méchants. Voilà. Et voilà, c'est simple. On a gagné, et non seulement on a gagné, mais en faisant cela, en gagnant cette guerre, presque tout seul, bien sûr, on parle presque pas dans ce contexte du rôle de l'Union soviétique. Alors, en faisant ça, en détruisant, si vous voulez, l'ennemi, donc le méchant nazisme allemand et aussi le méchant ennemi japonais, ils ont aussi libéré l'Europe et surtout la France. Ils ont débarqué en Normandie juste pour libérer la France, libérer la Belgique, etc. Donc, vraiment une bonne guerre. Bon, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est clair déjà dès le début. Si vraiment Washington, parce que quand je parle maintenant des Américains, je veux dire Washington, je veux dire l'élite américaine, le gouvernement américain et l'élite américaine qui contrôle le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, même des professeurs de grandes universités américaines reconnaissent que les États-Unis c'est pas vraiment une démocratie, c'est plutôt une oligarchie ou une plutocratie, où des gens richissimes et très puissants, en fait, contrôlent le gouvernement. Et c'est donc de eux que je parle quand je parle des Américains. Oui, il faut distinguer entre eux, c'est ça. Et alors, il faut savoir que avant la guerre, ou un des problèmes avec le mythe, c'est ceci. C'est que si les Américains, donc si le gouvernement américain avait vraiment voulu se battre pour la démocratie, contre la dictature, etc., pourquoi est-ce qu'ils ont dû attendre jusqu'en décembre 1941 ?
Alors, donc, pourquoi les Américains, si avides de libérer les petites démocraties telles que la France et la Belgique qui avaient été vaincues par les Allemands, pourquoi ils ont attendu de venir les libérer ou même de penser à les libérer, même d'entrer en guerre? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'en décembre 1941? Pourquoi ils ne sont pas venus à l'aide déjà en 1939 ou en 1940 ou plus tôt? Non, et non seulement ça, non seulement ils ont attendu jusqu'en décembre 1941, mais en fait, ils n'ont pas voulu la guerre contre l'Allemagne. C'est l'attaque japonaise qui a causé l'entrée en guerre des Américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941, le lendemain, les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon, mais pas à l'Allemagne nazie. Et parce que l'Allemagne nazie n'avait rien à faire avec cette attaque-là. Et Roosevelt, le président, n'a pas demandé au Parlement américain, le Congress, donc de déclarer la guerre en même temps à l'Allemagne nazie. Alors c'est la grande surprise de Washington que c'est Hitler même qui, quelques jours après, le 12 décembre 1941, a déclaré la guerre aux États-Unis. Et cette nouvelle est arrivée donc une grande surprise, une surprise en fait peu agréable, parce que c'est un fait que Washington, que l'élite américaine, le gouvernement américain ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne. D'ailleurs, Hitler lui-même en était convaincu. La plupart des historiens s'accordent à dire que Hitler lui-même en était convaincu et pensait du coup qu'il allait les laisser tranquilles. Oui, il n'avait pas l'idée. Donc, s'occuper des Japonais. Oui. Donc les Américains n'avaient pas envie en fait de faire la guerre contre l'Allemagne nazie. Ils voulaient bien la guerre contre le Japon. Et la raison pour cela, je ne peux pas en parler trop maintenant, mais c'est tout simple. C'est que en été, le Japon était le grand concurrent des Américains en Extrême-Orient. Et ce qui embêtait les Américains beaucoup, c'était déjà le rôle des Japonais en Chine, les Japonais avaient fait la guerre contre la Chine, et ils avaient l'intention d'exclure le business américain de la Chine. Et maintenant, en été 1941, ils étaient déjà en train d'occuper le Vietnam, donc une colonie française, qui semblait sur le point de devenir une colonie japonaise. Et les Américains avaient peur que la même chose se passe. Il a d'ailleurs été brièvement. Oui. Ils avaient peur aussi que les Japonais allaient mettre la main sur la colonie hollandaise. La Hollande aussi, bien sûr, était sous l'occupation allemande, et l'Indonésie. Et ça aurait voulu dire que les Japonais auraient pu mettre la main sur le caoutchouc du Vietnam et sur le pétrole de l'Indonésie. Et en même temps, ils auraient pu occuper toute une grande partie de l'Extrême-Orient, et ça aurait voulu dire la fin des ambitions américaines en Extrême-Orient. Et c'est pour cette cause-là, c'est pour empêcher cela qu'ils ont voulu la guerre contre le Japon. Mais bon, revenons à nos moutons nazis. Donc, les Américains n'avaient pas prévu une guerre contre l'Allemagne. En fait, en 1941, les Américains, l'état-major de l'armée américaine, avaient des plans de guerre contre 3 pays. Tout d'abord, le Mexique. Pourquoi le Mexique? Parce que des guerres contre le Mexique avaient payé beaucoup déjà au 19e siècle. C'est grâce à une guerre victorieuse contre le Mexique que les Américains ont pu empocher la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, etc. Donc, une guerre contre un voisin assez faible, c'était une chose donc intéressante pour l'élite américaine. Deuxième pays contre lequel il y avait des plans de guerre, la Grande-Bretagne. Il inclut le Canada. Parce qu'aujourd'hui, on croit trop facilement, trop vite, que les Américains, les Anglais ont toujours été des amis, mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, c'était longtemps de grands concurrents. Et ils avaient des plans de guerre contre la Grande-Bretagne. Ils prévoyaient des bombardements de villes comme Toronto et Vancouver, etc. Troisièmement, des plans de guerre contre le Japon. Et alors, quand en 1941, les Japonais ont été provoqués à attaquer Pearl Harbor, les plans de guerre américains étaient prêts pour une guerre contre le Japon. Mais des plans de guerre contre l'Allemagne nazie n'existaient pas. Il n'y avait pas de plan de guerre contre l'Allemagne. Et la raison, c'était qu'on ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne. Et pourquoi on ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne? Parce qu'à Washington, on n'avait rien contre l'Allemagne. L'Allemagne nazie, pas de problème. En fait, le fascisme, le nazisme, les élites américaines
surtout des banquiers et des industriels, comme par exemple Henry Ford, ils aimaient bien le fascisme. Ils adoraient Mussolini, ils aimaient bien Franco, et ils adoraient Hitler. Ils adoraient parce que c'était l'ennemi de leurs grands ennemis. Et leur grand ennemi, le grand ennemi donc, du capitalisme américain, si vous voulez, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique, elle est rouge partout au monde. Et regardez l'Union soviétique comme donc l'antre du lion communiste qui inspirait, guidait, finançait même les rouges, même chez nous. Donc c'était ça l'ennemi, l'Union soviétique. Et le fascisme, d'autre part, c'est l'ennemi du communisme. Non, donc notre ami. Parce que là, tu es troublé par notre public qui est oui. quand même très indiscipliné. Je te l'avais annoncé. Je vais les chasser un petit moment. C'est tous les moineaux que nous laissons dans le jardin et qui se sont enhardis en nous voyant tranquilles et qui sont venus mettre un peu le souk. Bon, on reprend, excuse-moi, non, pas de problème. Au point où nous en étions arrivés. Ouais. Donc, du point de vue de l'élite américaine, en Europe, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux ismes fort intéressants et fort importants. Le fascisme, dont le nazisme était la version allemande, et le communisme qui était chez soi, en Union soviétique. On peut dire, tout simplement, que les Américains aimaient beaucoup le fascisme, parce que le fascisme, en fait, défendait et défend toujours les intérêts capitalistes. Tandis que le communisme, l'Union personnifiée par l'Union soviétique, était bien sûr l'ennemi du capitalisme. Donc c'est clair, pour cette raison-là, que les grands capitalistes américains, tels que Henry Ford, par exemple, étaient contre le communisme, contre l'Union soviétique. Ils aimaient Hitler, parce que celui-là, il a su débarrasser l'Allemagne de ces rouges. La vermine rouge. Et c'était ceux qui avaient lu Mein Kampf savaient que sa grande ambition, c'était de faire la guerre contre l'Union soviétique afin de détruire l'Union soviétique et d'éliminer la source du communisme mondial, on peut dire. Et c'est ça, en fait, ils espéraient que ce serait comme ça. On peut dire, mais est-ce que tout de même les Américains, tout de même, ils n'aimaient pas l'antisémitisme d'Hitler? Eh bien non. L'antisémitisme d'Hitler ne gênait pas du tout l'élite américaine. Il y avait d'ailleurs un puissant parti nazi aux États-Unis. Oui, c'est un parti nazi. Qui défilait. Oui, ça fait nazi, oui, ça aussi. Mais je parle maintenant de l'élite qui n'était pas directement... Absolument. Il y avait des exceptions aussi, bien sûr, mais ils n'étaient pas directement impliqués dans le mouvement nazi en Amérique. Mais ils aimaient beaucoup le nazisme, comme je dis, parce qu'ils étaient anticommunistes. Absolument. Et le fait que les nazis étaient, et les fascistes en général, étaient des racistes, et les nazis surtout des antisémites, ne gênaient pas les grands patrons américains, les grands chefs d'industrie, les banquiers, donc l'élite américaine, parce qu'ils étaient antisémites eux-mêmes. Aujourd'hui, on croit trop facilement que les Américains ont toujours été les protecteurs, si vous voulez, des sympathisants des Juifs. Et ce n'est pas le cas du tout. En fait, en Amérique, comme en Europe, il y avait dans ce temps-là la soi-disant théorie du judéo-bolchevisme, où on croyait que le socialisme en général, créé par un juif, Karl Marx, et la révolution, pas française, la révolution russe avait été le travail, la faute, si vous voulez, des juifs. Donc le bolchevisme, c'était une affaire juive, donc pour détruire le monde occidental avec toutes ses valeurs et son système économique, etc. Les fameuses valeurs qu'on oui, invoque c'est ça, aujourd'hui c'est ça. de nouveau pour oui. sponsoriser et défendre de nouveau, on peine à dire néo-nazis, sont plutôt des archéo-nazis en Ukraine. Oui. Donc ils aimaient, ils ne détestaient pas Hitler à cause de son antisémitisme. En fait, ils l'aimaient bien à cause de son antisémitisme, parce que son antisémitisme était l'autre part du coin, de la médaille, je veux dire, de son anticommunisme. Donc c'était dans ce cadre-là, il faut comprendre, ils aimaient bien, donc les nazis, ils n'avaient rien contre le nazisme, ils espéraient de grandes choses du nazisme. Ils espéraient en fait qu'un jour, Hitler allait marcher vers Moscou et détruire donc l'antre du lion du communisme mondial. Il y avait d'ailleurs en Europe, et notamment en France, une politique, une idéologie absolument analogue, connue sous le nom, le vocable de « les mains libres à l'Est ».
Oui, les mains libres à l'Est, oui, c'est ça. Promu par l'appareil patronal, la bourgeoisie, aussi bien anglaise que française et autres, qui consistait à dire on va laisser à Hitler les mains libres à l'Est pour nous débarrasser des rouges. C'était la politique de l'apaisement, non? L'appel de Daladier et de ça Chamberlain. A commencé à ce moment-là, ça s'est poursuivi, puisqu'on sait maintenant, on a des sources absolument indiscutables, notamment la correspondance de Chamberlain, qui établissent que Chamberlain, au titre de cette stratégie-là, envisageait, avant que, et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué la signature du pacte germano-soviétique, envisageait de signer un pacte d'alliance avec Hitler. Donc, ils n'avaient rien contre le fascisme. En fait, ils aimaient le fascisme. Ils n'avaient rien contre Hitler. En fait, ils aimaient le nazisme aussi. Et non seulement ça, mais ils gagnaient beaucoup d'argent en faisant du business avec Hitler et avec le fasciste en général. Ils disaient là-bas... Je fais juste une petite incise parce qu'on va peut-être oublier d'en parler. Tu as consacré un autre livre, également indisponible, mais que nous allons essayer de nous procurer également, précisément sur cette question-là, le Big Business avec Hitler. Oui, en fait, le Big Business, de grandes affaires étaient possibles avec l'Allemagne nazie. En fait, on disait, avec Hitler, on peut faire des affaires. Et en fait, dans les années 30, les Américains faisaient de grandes affaires et des affaires juteuses avec l'Allemagne nazie. C'est un aspect de l'histoire de l'interbellum que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Mais après la Première Guerre mondiale, et à cause de raisons dont je ne peux pas parler maintenant, les Américains ont fait de très grands investissements en Allemagne. Ils avaient acheté, par exemple, le plus grand constructeur d'automobiles en Allemagne qui s'appelait Opel. C'est un nom que sans doute beaucoup de vous connaissent, Opel. Et c'était General Motors qui avait repris donc Opel. Et dans la même année... Et qui, jusqu'à ce que ça se soit racheté par le groupe ex-PSA dernièrement, était toujours un actif de General Motors. Ah bon. Et dans cette même année que Opel a été repris par General Motors, en 1929, Ford a ouvert une très grande usine, une gigantesque usine à Cologne, le Ford Werke, ce qui est aujourd'hui Ford Allemagne, je crois. Et qui est toujours la succursale de Ford, la dépendance de Ford en Allemagne. C'est ça, oui. Et au début, ces usines-là, ces implantations, ces succursales américaines en Allemagne ne faisaient pas de bonnes affaires parce que c'était la crise. Mais c'était la crise, je parle du début des années 30 maintenant. Mais tout a changé quand Hitler est arrivé au pouvoir parce que, comme tout le monde le sait, il a commencé à réarmer l'Allemagne. Et acheter des armes, des avions, des chars, ça coûte énormément d'argent. Et il faut construire ces chars-là. Eh bien, les grandes entreprises américaines ont commencé à gagner beaucoup d'argent grâce aux commandes de la part du régime nazi pour construire des camions, des chars, des avions, des mitrailleuses, n'importe quoi. En Allemagne, mais avec beaucoup de capitaux américains. Oui, c'est ça. Je viens de préciser, je viens de dire que c'est les succursales américaines en Allemagne qui ont produit une grande part de l'équipement, des armements dont Hitler avait besoin pour faire la guerre. Et donc, chez Opel, chez Ford, on a construit des camions pour transporter les troupes, mais aussi des moteurs pour les avions, des chars, etc. Et par exemple, Singer, qui faisait des machines à coudre au début, a changé et a commencé à se spécialiser dans la production de mitrailleuses, par exemple. Et pendant toute la guerre... Financé par les Américains. Financé. Et non seulement ça, mais comme Hitler n'avait pas assez d'argent, en fait, il devait aller aux banques pour emprunter de l'argent. Et c'est des banques américaines qui ont offert de l'argent dont elle avait besoin. Ce qui voulait dire qu'eux aussi, ils aimaient bien Hitler, ils voulaient son succès, parce que sa défaite, c'était contre leurs intérêts, c'est certain. Et non seulement ça, mais bon, M. Hitler est maintenant, grâce au service des investisseurs américains en Allemagne, il aura maintenant des camions, des Stuka, des chars, n'importe quoi. Mais pour foncer vers Leningrad, pour foncer vers Paris, il faut du pétrole. Ça ne marche pas avec la bière, autrement il n'y aurait pas eu de problème en Allemagne. Mais en Allemagne, il faut du pétrole. D'où vient le pétrole en Allemagne? En Allemagne, il n'y a pas de pétrole. Alors, d'où venait le pétrole
dont Hitler avait besoin. Et la réponse, la plupart venaient des sources américaines, telles que, par exemple, Standard Oil of New Jersey, qui s'appelle aujourd'hui Exxon, et Texaco, par exemple. Sans le pétrole et sans l'huile de moteur, etc., qui avaient été livrés par les Américains, Hitler n'aurait jamais pu faire la guerre éclair. Je fais juste une petite incise ici, là encore pour évoquer une actualité qui met en relief tout ce que tu racontes dans ce livre, parce que tout ça se répète aujourd'hui. Il faut savoir que justement du fait de l'entrée en guerre contre l'Allemagne, malgré elle finalement des États-Unis d'Amérique, eh bien, tout ça va précipiter doublement la chute du nazisme et la défaite de l'Allemagne, parce que, justement à cause de cet approvisionnement en pétrole, ça va être à l'origine de la débâcle qui va démarrer à Stalingrad, parce que l'objet de d'une des offensives de l'opération Barbarossa, c'était face à cette problématique énergétique, suivez mon regard dans l'actualité, il fallait se procurer du coup le pétrole russe de Bakou. Ouais. Donc c'était une offensive qui était dirigée principalement sur Bakou pour se procurer les ressources énergétiques déjà à l'époque soviétiques, mais russes évidemment également. Et ce qui va expliquer, bon, c'est pas la seule cause, mais on voit l'importance de ce pétrole à l'époque américain et des ressources naturelles russes déjà à l'époque. Ouais, j'en parle dans un des chapitres de mon livre. Oui, bien sûr. Tout cela, ça ouais. Mais comme tu n'en parlais pas... Ouais, non, c'est bien. Donc, évidemment, tout ça, c'est pour dire, lisez le livre, puisque pour l'instant, il n'y a que quelques exemplaires disponibles à la librairie Tropique, mais prochainement, Delga s'est engagé à le rééditer. Oui, c'est ça, oui. Alors, tout cela, quand on sait déjà d'avance que les Américains, l'élite américaine, n'avait rien contre Hitler, en fait, aimait Hitler, faisait de très bonnes affaires avec Hitler, et détestait le communisme. Vous comprenez bien qu'au moment où Hitler a commencé sa guerre contre l'URSS, contre l'Union soviétique, il sympathisait avec les Allemands, il ne sympathisait pas avec Moscou. La guerre, la Barbarossa, donc le nom de code de l'attaque allemande sur l'Union soviétique, a commencé en juin 1941. En ce moment-là, les États-Unis étaient toujours un pays neutre, n'étaient pas encore dans la guerre. Absolument. Eh bien, ils espéraient la victoire des Allemands. Bien sûr. Ils espéraient, bien sûr. Ils se réjouissaient déjà de voir arriver les chars à Moscou sur la place rouge. Ils étaient heureux de voir ça. Mais déjà, après quelques semaines, ça devenait clair que cette guerre en Union soviétique n'allait pas être si facile que ça pour les Allemands. Et en tout cas, c'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à penser à faire la guerre contre le Japon. Et je n'ai pas le temps ici d'expliquer les circonstances assez compliquées dans cette année-là, où Hitler commençait à savoir que cette guerre-là n'aboutirait pas à une victoire rapide contre l'Union soviétique, mais pourrait tout de même durer encore longtemps. Et c'est ce que pensaient aussi les chefs militaires et politiques à Washington. Cette guerre en Europe va encore durer longtemps. Et entre-temps, nous pourrons donc régler notre affaire en Extrême-Orient et faire la guerre contre le Japon. Ils ont pensé que c'était une guerre facile, rapide et bien sûr victorieuse. Et c'est à cause de cela qu'ils ont provoqué l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. J'explique tout cela dans mon livre et je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela. Oui. Lisez le livre. Oui. Alors, le lendemain, après l'attaque japonaise, ils ont pu déclarer la guerre contre le Japon. Mais ils n'ont pas déclaré la guerre contre l'Allemagne. Ils ne voulaient pas la guerre contre l'Allemagne. Il n'y avait pas de plan contre la guerre à l'Allemagne. Et entre-temps, ils sont en train de faire beaucoup d'argent en aidant l'Allemagne à faire la guerre, n'est-ce pas ? Vous savez, comprenez bien que des gens comme Ford et les grands patrons de General Motors, ils souhaitaient la victoire de l'Allemagne, pas la défaite de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est leur client, c'est là qu'ils gagnaient des sous. Alors, c'était une grande surprise, très désagréable, quand le 12 décembre 1941, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Et ça, c'était très embêtant. Très embêtant pour deux raisons. C'était pas prévu, on n'avait pas de plan. Et non seulement ça, le Japon était un ennemi beaucoup plus dur qu'on devait penser. Alors, ça, c'était un problème militaire pour les Américains. Mais deuxièmement, c'était aussi un problème dans ce sens que maintenant, ils étaient en guerre contre un pays ami, parce qu'ils aimaient Hitler. Mais Hitler était leur ennemi maintenant. Oui.
Et à cause de cela, comme l'Union soviétique était aussi en guerre contre l'Allemagne, ils étaient devenus, sans le vouloir, l'allié d'un ennemi de l'Union soviétique. Alors, on peut dire une ironie de l'histoire. En fait, il y avait des généraux américains que je cite dans mon livre qui se sont dit en 1944, par exemple, nous faisons la guerre avec le faux ennemi contre le faux ennemi et avec le faux allié. On s'est trompé d'adversaire, on s'est trompé d'allié. Nous devions faire la guerre coup à coup avec les Allemands contre les Soviétiques. Et pas avec la guerre froide. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Alors, mais une chose est certaine, même une guerre contre un ami rapporte toujours beaucoup d'argent. Parce que la beauté de la Deuxième Guerre, du point de vue du business, du capitalisme américain, c'est qu'il gagnait de l'argent partout. Il gagnait de l'argent en produisant le matériel de guerre aux États-Unis même. Il gagnait de l'argent en vendant du matériel de guerre à l'Angleterre. Il ne donnait pas. Ce n'était pas un lait de Marshall même, n'était jamais un don. C'était vous devez payer. On vous offre ça, on vous vend ça. Et ils gagnaient des sous en produisant en Allemagne même contre l'Union soviétique. En même temps, ils vendaient à l'Union soviétique. En même temps, ils vendaient le pétrole aux Britanniques, le pétrole à l'armée américaine, le pétrole à l'Allemagne nazie. Même en septembre 1941, quand les chars fonçaient sur Moscou, les chars allemands, presque 90% des produits pétroliers des Allemands venaient de sources américaines. Alors, les Américains gagnaient un argent énorme. Et quand on gagne un argent énorme comme ça, en fait, l'ennemi, l'identité de l'ennemi, l'identité des alliés n'est pas tellement important. Mais ce qui est devenu important vers la fin de la guerre, c'est quand tout le monde savait que ce serait la fin de l'empire nazi. Et inévitablement, ce serait un triomphe pour l'Union soviétique. Et ça, c'était quelque chose de pénible, de terrible. C'est très embêtant qu'il fallait maintenant tenir compte du fait qu'après cette guerre-là, victorieuse, une guerre qui rapportait beaucoup d'argent, formidable, mais une seule imperfection, c'était que notre allié soviétique, qui est utile, mais que nous détestons, sera aussi parmi les vainqueurs. Et ça, c'est très embêtant. Il faut déjà commencer à penser comment on pourra l'éliminer une fois que cette guerre contre l'Allemagne sera terminée. Et donc l'idée d'avoir une autre guerre après la guerre contre l'Allemagne nazie, une guerre contre l'Union soviétique, une guerre qui deviendra la guerre froide, est née déjà bien avant la fin des hostilités contre l'Allemagne nazie. Et en fait, on sait avec certitude maintenant que dans les derniers mois de la guerre, les Américains et les Britanniques, y inclus Churchill, qui a avoué tout cela après la guerre, pensaient même à faire un arrangement avec des Allemands non nazis, des généraux peut-être, et pour éliminer Hitler, qui est maintenant devenu embêtant, pour avoir peut-être... Ce qu'ils avaient fait d'ailleurs en Grèce. Hein, oui, ce qu'ils ont fait en d'autres pays, oui. Pour en fait faire un arrangement avec eux et pour faire la guerre contre les Soviétiques avec ce qui restait de l'armée allemande, pour marcher contre Moscou. Patton rêvait de cela. Il rêvait de cela. Churchill le voulait. Truman le voulait. Et donc, pourquoi ils ne l'ont pas fait? En mars, avril 1945, ils y ont pensé. Mais ils n'ont pas fait parce que le public américain et les militaires américains ne voulaient pas. Je cite dans mon livre des témoignages de soldats américains qui disent « Moi, je faisais partie de l'armée de Patton. Et Patton parlait d'aller faire la guerre maintenant contre les Russes. Et il dit « Et nous ne voulions rien faire de ça. Pas du tout. » Et le peuple américain ne voulait pas continuer la guerre après la guerre. Ils en avaient déjà ras-le-bol. Ils voulaient le retour de leurs boys en Amérique et au Canada aussi. Et donc, c'est à cause de l'union, de l'opinion publique parmi les civils et les militaires américains que le gouvernement... Puisqu'il ne faut pas oublier qu'en France, oui. Ça a été évidemment le partage du pouvoir entre les gaullistes et les communistes. En Italie, évidemment, ceux qui ont résisté aux Allemands,
parce qu'il faut bien se rendre compte que les copains des Américains, ils ont tous collaboré en France, à commencer par les socialistes, entre parenthèses. Oui. Donc, l'opinion publique mondiale, on peut dire, n'aurait pas accepté une chose pareille. Et en Angleterre, par exemple, il y avait les syndicats organisaient des grèves déjà pour manifester leur volonté, leur détermination de ne pas faire la guerre contre l'Union soviétique. Mais ce qui est resté de ce projet de travailler ensemble avec les nazis contre l'Union soviétique, c'est le fait qu'ils ont recruté, déjà avant la fin de la guerre, les Américains ont recruté toutes sortes de forces nazies, y inclut des SS, des espions, toutes sortes de criminels de guerre Von Braun. qui pouvaient leur être utiles et qui connaissaient, qui avaient fait la guerre en Russie et qui avaient donc l'expérience nécessaire dont nous pourrons profiter quand prochainement, bientôt, un jour, nous ferons la guerre là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont protégé les criminels de guerre, toutes sortes de criminels, ou bien en leur donnant des passeports pour émigrer au Brésil, en Argentine, n'importe où, ou pour s'enfuir en Espagne, sous l'égide de Franco, etc. Et par exemple, parmi ces gens-là étaient beaucoup de collaborateurs de l'Europe de l'Est, des pays baltes et de l'Ukraine, qui se sont enfuis vers l'Ouest quand l'armée rouge est arrivée. Et bien sûr qu'on avait dû renvoyer aux États-Unis. Mais eux, bien sûr, ils savaient très bien qu'ils ne seraient pas la bienvenue là-bas, que ce serait la fin pour eux. Alors, des dizaines de milliers de ces gens-là ont été envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. Et chez nous, au Canada, on a accepté quelques 20 000 Ukrainiens, beaucoup d'anciens de l'SS. Ils étaient extrêmement nombreux déjà à l'époque en Ukraine, comme on sait. Et pas seulement des Ukrainiens, la liste est longue, des Roumains, des Polonais, il y en a eu beaucoup, qui malheureusement pour eux avaient été libérés, mais par les Russes, par l'armée rouge. Alors ça n'allait pas, donc ils ont été récupérés chez nous. Voilà. Enfin chez nous, de ce côté-ci du rideau de fer. Et ces gens-là, ces immigrés-là, ils ont été gâtés chez nous. On leur a donné de l'argent, les intellectuels d'entre eux ont pu devenir professeurs à plusieurs universités. On a établi des centres d'études soviétiques, sous l'égide, bien sûr, de ces anticommunistes. C'était devenus les grands experts sur l'Union soviétique. C'est eux qu'on a interviewés, c'est eux, en fait, qui ont fait l'histoire de la guerre, l'histoire de l'Union soviétique, sans compter etc. Ceux qui ont eu des postes éminents, du genre Waldheim et quelques autres, ceux qui, comme ça a été d'ailleurs bien rapporté par un ouvrage d'un historien, Dieu sait qu'il est tout sauf communiste ou même marxiste, qui s'appelle Chapoutot, qui a rappelé comment le management de l'après-guerre a été confié à justement tous ces experts nazis, en Allemagne même, enfin à l'époque en République fédérale d'Allemagne. Et donc, ils ont tous été recyclés dans l'appareil d'État et dans l'appareil de management, etc., qui va nous donner ce qu'on sait par la suite. Donc oui, il y a tout ce mouvement s'est fait, et c'est bon de le rappeler, sous l'impulsion évidemment des vainqueurs occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et la CIA, qui n'existait pas encore, mais qui va exister bientôt, le Pentagone, et les institutions qui vont être décidées à peu près à ce moment-là, à Bretton Woods, le FMI et compagnie. Oui, je veux dire que la Deuxième Guerre a été une guerre mondiale, a été une très bonne guerre, pour reprendre l'expression, le mythe de la bonne guerre, une très bonne guerre du point de vue économique. Pour les Américains. Oui, pour les Américains. Là, ça n'est pas un mythe. Non, ça c'est une réalité. L'expression, donc, le mythe de la bonne guerre, dans ce sens-là, c'était pas un mythe du tout, c'est la vérité. Cette guerre était très bonne pour l'Amérique, parce que l'Amérique est sortie de cette guerre, en 1945, comme le grand gagnant. Le seul survivant, si vous voulez. Le seul empire. Oui, le seul empire qui restait. Parce que, comme je viens de dire, le capitalisme français avait été éliminé par l'impérialisme allemand. L'impérialisme allemand, sous auspice... Subordonné à l'impérialisme allemand, via Vichy, etc. Oui. Et plus tard, l'impérialisme allemand sera éliminé par pas éliminé, encore subordonné à l'impérialisme américain. L'impérialisme américain
pourra aussi donc éliminer comme concurrent l'impérialisme japonais. Rappelons juste une incise, je te laisse poursuivre, juste qu'il avait d'abord, avant ça, éliminé et récupéré l'essentiel de l'empire espagnol, hispanique. Bon, oui, ça déjà auparavant. Et il ne faut pas oublier que pendant la guerre, l'impérialisme... Y compris Cuba, les Philippines, etc. Oui, déjà avant la Première Guerre mondiale. Mais aussi, c'est très important de savoir, c'est que pendant la guerre, quand les États-Unis sont devenus les alliés de la Grande-Bretagne, en fait, les États-Unis ont pu éliminer économiquement, financièrement, la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne ne pouvait continuer à faire la guerre, survivre la guerre, grâce à l'aide financière, matérielle, payante des États-Unis, par le système de Lend-Lease. Et à un moment donné, Churchill a dit à Roosevelt, mais mon Dieu, ça nous étouffe, quoi, tout ce système d'assistance qui nous coûte tellement cher, c'est la fin donc de notre empire. Et Roosevelt a dit, c'est comme ça la vie. C'est d'ailleurs le moment où le sterling disparaît, sterling, comme monnaie d'échange de référence internationale et commence l'empire du dollar, comme par hasard, juste après, avec Bretton Woods, comme seule monnaie à l'époque encore convertible en or, mais au détriment, entre autres, du sterling anglais. Donc la Grande-Bretagne, qui avait été encore avant la Deuxième Guerre mondiale une grande puissance, une superpuissance, ne l'était plus après 1945, était devenu un petit partenaire des États-Unis, il est toujours comme ça. Mais c'est une grande ironie de l'histoire que ce succès des Américains, surtout vis-à-vis l'Allemagne, était possible seulement grâce à l'Union soviétique. Parce que c'est en fait une ironie de l'histoire que c'est l'Union soviétique, l'ennemi des Américains, un pays socialiste, anti-impérialiste, qui a éliminé le grand concurrent impérialiste de l'impérialisme américain. C'est vraiment une ironie. Alors, bien sûr, les Américains n'ont pas montré beaucoup de gratitude envers Moscou pour cela, parce qu'après la guerre, donc, leur triomphe était complet. Eh bien non, pas complet, parce qu'il restait toujours l'Union soviétique, qui a été un co-vainqueur. Et alors là, le projet était d'éliminer l'Union soviétique. Je rappelle aussi une chose, surtout pour nos jeunes auditeurs, qui est méconnue, c'est que tout ceci est tellement vrai que ça permet de comprendre que, par exemple, le bombardement et le massacre de centaines de milliers de civils par les Américains à Hiroshima et Nagasaki, contrairement à ce qu'ils ont raconté, n'était évidemment pas destiné à mettre un terme à la guerre avec le Japon, puisque le Japon a été amené à capituler précisément par l'attaque de la Mandchourie par l'armée rouge, à laquelle d'ailleurs Staline s'était engagé auprès des Américains. Et c'est ça qui a fait décisivement s'effondrer l'empire nippon d'un point de vue militaire. Ils étaient donc décidés de toute façon à capituler. Donc, en réalité, il s'agissait d'intimider pour la suite des événements les Russes, les Soviétiques. Oui, bien. Tout ça aussi, vous pouvez lire dans un chapitre de mon livre. Voilà, j'en parle évidemment. Je pense que c'est opportun de remettre tout ça en situation. Je te laisse. Alors, je vais terminer en expliquant qu'aujourd'hui, toute cette histoire-là, ce n'est pas seulement une question d'un passé lointain qu'il faut oublier maintenant. Aujourd'hui, quand on comprend tout cela, on commence à comprendre ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Parce que tout d'abord, la guerre en Ukraine n'est pas une guerre, l'Ukraine contre l'URSS, c'est une guerre contre l'OTAN, les États-Unis, l'OTAN, qui a fait la guerre avec l'Ukraine contre la Russie. Et donc, c'est encore une fois une guerre qui rapporte beaucoup d'argent pour le capitalisme américain. Oui, ça, je crois que tout le monde le sait. Oui, mais c'est tout de même bien. Par les Américains eux-mêmes. Oui, c'est bien de le dire. Oui. Parce que même si l'Ukraine perd cette guerre, c'est beaucoup moins important pour le capitalisme américain que qu'entre-temps, on fait un business formidable. Parce que ce qui me frappe, par exemple, c'est que l'OTAN en profite pour vendre, parce que l'OTAN, c'est le service de vente c'est le réseau de distributeurs. De service de vente de l'industrie militaire américaine. Et maintenant, ils auront comme clients peut-être même la Finlande et d'autres pays qui n'étaient pas encore membres. Donc, la guerre est toujours une bonne affaire. Et un autre aspect est que ces nazis que les Américains avaient recrutés vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale parmi les réfugiés, les collaborateurs ukrainiens et autres Est-Européens,
ils sont toujours là, pas eux-mêmes, parce que ceux-là sont déjà morts, mais leurs descendants sont toujours là, au service américain. Dans certains pays Oui, baltes, ils oui. défilent même publiquement, Oui, 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 et à l'occasion de cérémonies publiques nationales, avec le hommage aux nazis, salut nazis, svastika, et tout le tout team. Là, on est chez les rétro-nazis, même pas les néo-nazis. Et c'est tout à fait public, officiel et soutenu par les gouvernements de certains de ces États baltes. Il faut quand même le rappeler. Ils espèrent réaliser les objectifs que leurs pères et grands-pères n'ont pas réussi à réaliser. Ben oui. Mais voilà. Une conclusion que je te propose, je pense que nous sommes d'accord, là encore il va y avoir un os. Un quoi? Un os, il va y avoir un gros problème, c'est que ça ne va pas se passer comme ça, et maintenant ils sont en train de s'en apercevoir. Et donc ils sont un petit peu embêtés pour affronter non seulement les conséquences calamiteuses pour les Européens, mais surtout pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire, sachant que de toute façon les Russes non seulement ne peuvent pas perdre cette guerre contre l'OTAN et les Américains, mais ils sont en train de la gagner, l'ont déjà quasiment gagnée. Et que pour qu'ils en soient bien convaincus, des signaux très forts leur ont été envoyés dernièrement par Poutine et le pouvoir russe actuel. Donc, d'où l'intérêt de comprendre tous ces mécanismes au travers de tes ouvrages. Le mythe de la bonne guerre, qui est pour l'instant, les derniers exemplaires sont disponibles à la librairie, mais seront bientôt réédités par Delga. Et également, sous peu, tu dois nous en fournir quelques-uns de ton stock personnel. Big Business avec Hitler, deux livres qui expliquent, qui retrouvent une actualité étonnante aujourd'hui, enfin étonnante pour certains, nos adversaires évidemment, anticommunistes, antimarxistes et autres trotskistes, libéraux, libertaires. Et bien tout ça retrouve une étonnante actualité à partir de tes livres qui sont des livres d'historiens, je le rappelle. Des livres donc absolument parfaitement documentés, avec des sources incontestables, des documents absolument irréfutables, qui attestent non seulement de la logique, mais de la réalité de tout ce que tu viens d'évoquer. Donc merci Jacques, et à bientôt pour la suite. Oui, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Bon, ça me paraît très bien. Ok. C'est exactement. C'est pas 10 minutes, c'est une demi-heure au moins. Mais non, mais c'est très bien parce que ça nous a permis. On va voir, ça tombe.